Yaorana Kaohanui, le sport fait partie du mode de vie de beaucoup de gens, du Va'a au Oriteiti, en passant par le CrossFit ou encore juste la marche. Mais l'enthousiasme nous fait parfois oublier que notre corps a ses propres limites et on oublie comment se préparer et comment récupérer. Justement, on va voir tout ça avec Adrien Matuzeski, kinésithérapeute du sport Yarana, Yarana. et Benjamin Burger, coach sportif Yarana. Yarana. Entrons dans le vif du sujet pour comprendre comment bouger sans s'abîmer le corps et l'esprit. C'est tout de suite dans Manava, votre émission Info Service. La science du sport est formelle. Une préparation inadéquate est la cause principale de plus de 70% des blessures musculaires non traumatiques. Selon des données de l'Institut national du sport, vous savez que j'adore les chiffres, en 2017, l'échauffement est un incontournable de la pratique sportive. Elle est aujourd'hui bien intégrée dans les routines de préparation avant l'entraînement ou la compétition, mais en vrai de vrai, en quoi ça consiste? Se préparer et bien récupérer du cerveau jusqu'aux muscles. On va décrire les effets des différentes techniques d'échauffement avec nos invités et on verra dans quelle mesure elles favorisent l'atteinte d'une performance optimale, voire contribuer à réduire le risque de blessure. Ça va justement être notre grande question globale pour commencer avec Benjamin. Une préparation physique complète, est-ce que c'est essentiel, peu importe l'effort? Alors, ça va dépendre de l'objectif de la personne. Donc, s'il y a un objectif de compétition, je dirais que oui, la préparation physique est essentielle. Par contre, s'il n'y a pas d'objectif de compétition, ce n'est pas obligatoire. D'accord. Si par exemple, on va juste marcher avec des amis, pas obligé de commencer à s'échauffer le corps ou encore une fois, ça dépend de l'intensité de la marche. Alors, si la marche est considérée comme une activité douce, pour moi, il n'y a pas nécessité de s'échauffer pour de la marche. Par contre, si elle est faite en montée, l'intensité va être plus forte. Effectivement, là, je recommande un petit échauffement juste avant. Adrien, justement, qu'est-ce qui se passe dans notre corps, nos articulations, nos muscles pour préparer notre corps? Il y a une montée en température, c'est ça? Exactement. Donc sur certains tissus comme le tissu musculaire, on va avoir une augmentation de la température locale du muscle, ce qui va nous permettre d'utiliser toutes les capacités du muscle. Lorsqu'on est froid, on n'a peut-être pas toutes les capacités, qu'elles soient explosives ou en force musculaire. L'échauffement permet d'atteindre notre potentiel qu'on va avoir besoin pour l'activité. Si je dois résumer un petit peu, c'est un peu comme quand on chauffe une voiture juste avant de pouvoir faire une longue distance. C'est un peu le même principe. C'est ça. Concernant la performance, c'est le même principe. Pour performer dans un sport, on va échauffer notre corps pour pouvoir atteindre notre performance. Alors justement, on parle par exemple de session Va'a ou de marche rapide, on en a parlé, Benjamin, pas forcément obligé de se préparer, de faire tout un échauffement si on marche, mais on parle par exemple de réveil musculaire, ça va être quoi la durée minimale nécessaire et surtout qu'est-ce que c'est un réveil musculaire? C'est l'échauffement justement? Oui, exactement. Donc, lorsqu'on veut réveiller les muscles, on va faire des mouvements soit statiques ou dynamiques. Et pour moi, il faut au moins s'échauffer pendant 10 minutes. Donc, bien sûr, ça va dépendre des activités. Par exemple, si vous faites une simple marche, 10 minutes, ça peut suffire. Si vous faites une grosse séance de musculation de CrossFit, on peut aller jusqu'à 15 minutes. Donc, je dirais que la fourchette se situe entre 5 et 15 minutes d'échauffement. Par rapport à ces échauffements-là, si je me tourne vers toi, Adrien, est-ce que les étirements, moi, on m'a toujours dit, quand je faisais du sport avant, on m'a toujours dit, il faut t'étirer un petit peu avant la séance de sport. Est-ce que c'est essentiel ou optionnel? Bien devant ton micro, s'il te plaît. Alors, du coup, effectivement, ça va dépendre. Ça va dépendre le type d'étirement. On va vraiment distinguer deux types d'étirements. L'étirement statique, donc vraiment une position maintenue, prolongée. Celle-ci, on va plutôt l'éviter. Celle-ci, elle va faire perdre en tonicité au niveau du muscle. Et c'est pas ce qu'on veut, en fait, ça va presque endormir le muscle, lui faire perdre en capacité. Donc c'est pas du tout essentiel, voire contre-productif avant une session de crossfit, de musculation. Okay. En revanche, il existe donc des étirements dynamiques. Eux, ils peuvent être très intéressants avant une session de sport. Parce que là, du coup, on va vraiment activer un certain muscle, on va activer notre système nerveux. Et là, ça peut être très intéressant donc, pour performer comme prévenir des blessures. Parmi tous ces échauffements, moi je me souviens aussi beaucoup, on parlait des articulations. Par exemple, de faire bouger la tête de gauche à droite, de faire bouger les poignets dans ce sens-là. Les articulations, par contre, c'est important de pouvoir bien les chauffer. Exactement. En fait, ça va faire partie de l'échauffement des étirements dynamiques. On va venir chauffer le muscle donc dans toute sa longueur, mais également les articulations. On a besoin d'avoir accès à toute notre amplitude articulaire
avant le sport et on va analyser le sport. Des sports où il y a une grosse demande articulaire, on va devoir bien échauffer ses articulations. Comme si on revient sur la marche, il n'y a pas besoin d'une grosse activation, enfin un gros échauffement articulaire avant une marche. En revanche, si on s'apprête à faire du crossfit avec des snatchs, des clean and jerk, là on va devoir bien échauffer notre articulation pour avoir accès à toute son amplitude. En fait, on parle d'adaptabilité, Benjamin, je me tourne vers toi, puisque là, on reprend l'exemple de la marche ou même juste de la course. Pas besoin de s'échauffer les poignets ou les coudes juste avant d'aller courir, ou s'il vaut mieux par sécurité. Alors, si c'est pour marcher, on peut commencer directement son activité. Par contre, si on court, on va plutôt orienter l'échauffement sur les jambes, parce que ce sont les principaux muscles qui vont intervenir lors de la course à pied. On va aussi s'intéresser aux genoux, à l'articulation du ménisque, à la cheville. On va faire des petites rotations pendant 5 à 10 minutes, parce que justement, ce sont les articulations qui vont être fragilisées et qui vont avoir des chocs pendant justement la course à pied. Avec la chaleur, l'humidité qu'il y a ici, est-ce qu'il faut adapter? Est-ce que ça joue ou pas du tout? On peut être safe là-dessus. Alors, par rapport à la chaleur, je dirais que c'est plus l'hydratation qu'il faut adapter, mais sinon, l'échauffement restera le même. Alors, que tu sois dans un pays froid ou chaud. Parlons de l'hydratation. C'était un point à venir plus tard, mais vu qu'on y est, on le sait, hein, il faut boire pendant, après, voire même avant. Il faut bien s'hydrater. Mais est-ce qu'on peut rappeler le pourquoi? L'hydratation, déjà, ça va être bénéfique sur les performances sportives. Donc, ça va te permettre d'augmenter tes résultats, tout simplement, sur ton record, sur ton nombre d'heures de sport. Et après, l'hydratation, ça t'empêche aussi de faire des malaises, de tomber dans les pommes ou d'avoir des vertiges, par exemple. Oui, déshydraté, finalement, Adrien, on prend des risques. C'est ça. Moi, sur ma casquette plutôt de prévention, du coup, effectivement, l'hydratation, elle va permettre aux muscles, en fait, on en revient à l'échauffement aussi, d'avoir accès à toute sa capacité et ne pas léser un muscle qui est déshydraté. Oui. Quand on est déshydraté, en fait, on perd pas que de l'eau, on perd aussi du sel, du sodium et d'autres minéraux. Et c'est ça qui est dangereux au niveau du muscle, en fait. Le muscle va avoir une moins bonne contraction. Qui dit une moins bonne contraction dit un moins bon mouvement et potentiellement une blessure. Et justement, si on parle des conséquences qu'il peut y avoir, que ce soit sur l'hydratation, sur l'échauffement, voilà, je suis un petit peu têtu. Je ne fais pas mon échauffement, je fais du sport. Quelles vont être les conséquences qui peuvent me retomber dessus? Voilà, alors concernant l'hydratation, on va clairement avoir donc des petits effets qui peuvent être moins graves, comme la crampe musculaire qu'on a tous eu, dû à une mauvaise hydratation. L'hydratation peut être pendant, mais aussi avant. On peut préparer un effort avec l'hydratation. Si on s'apprête à faire un semi ou un marathon, on va avoir une stratégie d'hydratation en amont à ça. Et par contre, au niveau de l'échauffement, effectivement, il y a des risques à ne pas s'échauffer. Plus notre effort va être intense, va nous demander une grande énergie, plus notre échauffement doit être adéquat. Si on s'apprête à faire un sprint et qu'on ne s'échauffe pas avant, effectivement, on peut avoir un ischio qui peut déchirer parce qu'en fait, le muscle n'était pas prêt à un effort aussi intense. Est-ce que l'âge joue aussi sur le temps que l'on doit accorder à cette phase de préparation? Tu sais, quand on se rend compte, par exemple, avec d'autres sportifs, parfois j'entends des gens dire les enfants n'ont pas forcément besoin de s'échauffer. Parce que comme ils courent toute la journée, ils bougent toute la journée, ils sont déjà plus ou moins échauffés. Là où des adultes qui vont travailler en bureau, il faut bien s'échauffer. Pareil, si c'est une personne âgée, il faut aussi très très bien s'échauffer. Est-ce que c'est une idée reçue ou est-ce que c'est la réalité? Non, c'est la réalité. Là, tu viens déjà d'évoquer deux choses. C'est que la personne qui est déjà active dans sa journée, effectivement, va avoir un niveau d'activation au niveau de son corps, peu importe son âge, déjà un peu plus haut. Donc, l'enfant qui court à la récréation, quand il arrive à l'entraînement de foot le soir, il est déjà à fond. Effectivement, la personne sédentaire qui vient de passer 6 à 8 heures assis à un bureau, si on lui demande de se mettre à courir, elle va devoir besoin d'activer un peu mieux son corps. Et donc, son échauffement va être un peu plus long, un peu plus précis. Et l'âge va rentrer aussi en compte. On sait que quand on avance dans l'âge, il y a des choses qui changent dans notre corps. On a une qualité musculaire qui baisse, une masse musculaire qui baisse, ainsi que son explosivité, sa VO2 max. Donc ça, en fait, on va devoir le prendre en compte dans l'échauffement, notamment si on cherche une prévention ou une performance. Est-ce qu'on prend en compte aussi, Benjamin, celui ou celle qui n'a pas fait de sport comme moi depuis très longtemps? Est-ce que le rythme doit être plus important, pas le rythme, mais plutôt pas l'intensité, mais la durée de cet échauffement? Est-ce qu'elle doit être plus longue parce que ça fait longtemps que le corps n'a pas bougé? Oui, effectivement, si tu n'as pas fait de sport depuis longtemps, il faudra adapter justement déjà la fréquence par semaine. On sera plus sur 2-3 séances par semaine, le temps de récupérer entre les séances. Moi, je recommande toujours un jour où on s'entraîne, un jour où on se repose, lorsqu'on veut reprendre l'activité physique.
Et effectivement, les échauffements vont être un peu plus longs parce que la personne doit se réhabituer à un effort, réhabituer à activer ses muscles et également ses articulations. Alors, on s'est bien préparé depuis tout à l'heure. Maintenant, on va dans le sport et les choses peuvent arriver. Il y a une douleur, Adrien, pendant le sport. Comment est-ce qu'on peut savoir si c'est une douleur liée à l'effort ou un signal qu'il y a une vraie blessure? C'est ça. Donc là, on va différencier différents types de douleurs. Ok. La douleur n'est pas qu'une information d'un état mécanique, d'un état d'un tissu. C'est avant tout c'est une expression, c'est une compréhension du cerveau. C'est une expression d'un message du cerveau. C'est-à-dire qu'on va avoir par exemple la douleur qui peut être très aiguë. Celle-ci, celle qu'il faut écouter. On fait du sport, je fais un sprint et là j'ai une énorme pointe à l'arrière de la cuisse. Le cerveau est intelligent, c'est qu'il faut s'écouter. Il y a potentiellement une blessure, donc une lésion musculaire ou je tombe, j'ai une douleur aiguë au niveau de l'épaule. Pareil, il faut écouter son corps. Okay. Par contre, il existe d'autres types de douleurs. Il y a des douleurs qu'on va plutôt qualifier de chroniques. Là, c'est qu'il y a en fait une sensibilité de notre système nerveux. Donc la douleur, il ne peut ne rien avoir à un tissu. Donc je peux avoir, admettons, toujours un peu mal au coude. Par contre, en fait, mécaniquement, il n'y a rien. Et c'est juste mon système nerveux qui est sensibilisé. Mm-hmm. Là, il y a un travail à faire de fond, notamment donc en rééducation, pour essayer de désensibiliser ce système nerveux. Et là, on va pouvoir en fait apprendre à faire du sport avec cette douleur-là. En fait, la douleur, voilà, faut pas la fuir, faut l'écouter et s'adapter. Ouais, niveau douleur, je pense qu'il est pas mal. Ok, justement, on parle de tendinite. Alors, moi, ça m'est jamais arrivé. Je suis pas un athlète sportif non plus, mais j'ai vu que chez les athlètes, il y avait beaucoup de tendinite. C'est justement à ça les conséquences que ça peut apporter, le fait de pas s'échauffer, le fait de pas s'hydrater. Est-ce que c'est une finalité en soi? L'hydratation joue un gros rôle dans la tendinite, effectivement. Okay. Un tendon qui est déshydraté va être moins performant et peut évoquer des douleurs. Et la tendinite, justement, c'est très bien par rapport à la douleur, parce qu'il y a vraiment deux types de tendinite. Il y a celle une tendinite qui est devenue chronique, qu'on a depuis pas mal de temps, plusieurs mois. Celle-ci, effectivement, va avoir une chronicité qui va faire qu'on va pouvoir s'entraîner en ayant un peu de douleur. Il y a la tendinite aiguë, par contre, qui vient d'arriver. Okay. Celle-ci, donc là, il y a vraiment un mécanisme avec des substances nociceptives qui sortent du tendon. Là, c'est qu'il y a une surcharge au niveau du tendon, qu'elle soit aiguë d'un coup ou une surcharge de volume. Quelqu'un qui s'est mis à courir 50 km semaine pendant les 3, alors qu'il n'avait jamais couru, effectivement, là, le tendon va couiner, quoi. Et puis parfois, quand on est sportif, quand on est entouré de sportifs, Benjamin, on entend souvent cette phrase tu souffres, no pain, no gain, il faut continuer. Est-ce que ça serait une bonne chose de pouvoir s'habituer à la douleur ou au contraire, comme disait Adrien, il faut vraiment écouter son corps et au moindre risque, on s'arrête ou on ralentit le rythme? Alors, il faut mettre son ego de côté. Effectivement, il faut s'arrêter lorsqu'on sent une douleur. Parce que le but de faire plus va pas forcément donner plus de résultats. Au contraire, on va faire des pas en arrière. Mm-hmm. Donc, lorsqu'on a une douleur, ça se manifeste. Le no pain, no gain, il faut le mettre de côté. Il faut tout de suite s'arrêter, écouter son corps. C'est très important, en fait, aujourd'hui, l'écoute de soi dans son activité physique. En fait, il y a deux douleurs. Il y a la douleur où tu sens que le muscle il chauffe et tout ça, où là tu peux continuer, et vraiment la douleur qui arrive d'un coup, et là c'est une alerte. Voilà, quand c'est une douleur musculaire, on peut confondre ça avec une congestion, par exemple une inflammation musculaire, une brûlure. C'est un échec musculaire lors d'un effort. Ça va. Tu peux continuer ton effort. Il suffit juste de se reposer un tout petit peu. Okay. Par contre, lorsqu'on a une douleur articulaire, tendineuse, à ce moment-là, oui, il vaudrait mieux s'arrêter et tout de suite passer en repos. On l'a vu, l'échauffement, l'hydratation, tout ça, ça joue. On n'a pas parlé d'une chose, c'est le matériel. Ça paraît évident, mais si tu vas faire une randonnée en savate, c'est évident que ça risque d'avoir des problèmes liés justement à cet équipement qui ne sera pas adapté. Oui, tout à fait. Faire une randonnée, une séance de sport en salle, du crossfit, on a des chaussures adaptées, toujours. La chaussure de salle de sport est différente que la chaussure de randonnée. Elle est différente aussi de la chaussure pour faire de la course à pied. Donc la chaussure, c'est la base des appuis au sol, de la gravité. Donc c'est vraiment un indispensable. Et bien entendu, il y a d'autres accessoires en fonction des sports. Je prends pour exemple, mon sport préféré, c'est la musculation par exemple. On a des accessoires pour protéger les coudes, protéger les genoux, les poignets. Il ne faut pas hésiter d'en utiliser parce que les articulations n'ont pas la même capacité de récupération que les muscles.
Donc toujours faire attention avec l'équipement, ça peut être un outil pour faire son sport comme il faut. Et quand on a une pathologie aussi, Adrien, une maladie ou quand on est en surpoids, il y a aussi des précautions en plus à prendre. Bien sûr, il faut s'adapter du coup, en fait, c'est contexte dépendant. Effectivement, donc, admettons une personne qui a une pathologie cardiaque ou pulmonaire va devoir adapter son activité, ne pourra pas faire la même chose qu'une personne qui n'a aucune pathologie et qui va se mettre à la course à pied ou va pouvoir débiter au niveau du volume, au niveau des poumons. Pareil, une personne qui a un surpoids, qui a peut-être un objectif de perte de poids, la reprise d'un sport avec beaucoup d'impact, alors que cette personne n'avait pas l'habitude de ça, peut être délétère en fait à moyen ou long terme. Et donc on va privilégier d'abord des activités où déjà on va un peu diminuer sa masse corporelle avant d'attaquer des activités à impact. Alors on est content puisqu'on a fait une bonne préparation, une bonne séance de sport, mais il faut aussi récupérer. Benjamin, qu'est-ce qu'il faut faire une fois que la séance est terminée? Ça y est, c'est fini, je peux rentrer chez moi, je fais dodo. Non, il y a des choses à faire pour pouvoir bien récupérer. C'est s'échauffer, c'est plus le terme, c'est s'étirer plutôt. Alors, après une séance de sport, moi, je ne suis pas pour les étirements tout de suite. Parce qu'en fait, on vient de faire une inflammation, qu'elle soit musculaire, articulaire ou tendineuse. Pour moi, il faut attendre 24 heures après la séance de sport pour étirer justement les muscles qui ont été renforcés pendant cette séance de sport. Moi, ce que je conseille après le sport, donc la séance, c'est de déjà se réhydrater dans un premier temps. Ensuite, c'est juste se reposer 10 minutes, histoire de faire redescendre la température, le rythme cardiaque. Et pourquoi pas manger 30 minutes après un bon repas. Ça participe justement à la réparation via justement l'apport en nutriments. Quand on a fini une séance de sport, c'est vrai que parfois on sent encore un petit peu la douleur, Adrien. Donc, est-ce qu'on peut par exemple se masser un petit peu ou faire des choses pour que nos muscles nous fassent moins mal? Oui, il y a plusieurs stratégies du coup, donc tout va dépendre aussi de l'objectif qu'on a derrière. Il y a donc le massage, comme tu dis, le massage dans les 2 heures après un effort. C'est ce qui peut participer en fait à la diminution donc des courbatures, des fameuses douleurs musculaires qui vont arriver 24 heures, 48 heures après. Il y a aussi les bains de glace qui peuvent en fait faire baisser la douleur. En revanche, pareil, il va falloir s'adapter. Le bain de glace, donc, il a beaucoup de bénéfices, comme en fait la diminution de la sensation de fatigue, la diminution de la douleur musculaire, la diminution de l'œdème intramusculaire, donc de la courbature. Par contre, pas toujours. Si par exemple notre but peut être vraiment de l'hypertrophie, il y a aussi en fait une diminution, donc on appelle ça la voie mTOR, c'est ce qui va participer à l'hypertrophie. Donc si notre but est de prendre du muscle, faire un bain de glace juste après, c'est peut-être contre-productif. Alors on va en parler justement dans nos questions express à la fin de cette émission. Là on a oublié de s'étirer par exemple. On vient de terminer une séance de sport, on a oublié de s'étirer ou de se masser pour se faire du bien. Tu nous as parlé de courbatures. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des courbatures en plein milieu du sommeil. D'un coup tu sens ta jambe ou ton bras, ça te fait mal. Comment est-ce qu'on peut éviter justement ces courbatures? Moi on me disait que c'était les étirements ou le massage. Alors, il peut y avoir le massage dans les 2 heures après l'effort. Oui. Après, ça sert plus à grand chose. L'étirement, non, voire au contraire. Il peut augmenter, en fait, comme il dit, en fait, on a déjà lésé un muscle. Donc, on a fait une grosse séance, admettons, de traction. On a lésé nos grands dorsaux. Si on vient étirer sur un muscle qui est déjà lésé, en fait, on est contre-productif, on va augmenter la douleur, on peut même augmenter la courbature. Ah bah tu vois, moi je pensais que c'était l'inverse. Et puis justement, vu qu'on parle du sommeil, le sommeil, si on dort pas assez bien, je suppose que ça doit avoir une relation avec le rapport à la récupération, Benjamin, ou vice-versa. Si on récupère pas bien, ça impacte obligatoirement notre sommeil. Oui, le sommeil, c'est pour moi la base de la récupération, c'est vraiment les heures de sommeil et la qualité. Donc on va parler de quantité de sommeil et de qualité. En général, pour 90% des êtres humains, on est entre 7 heures et 8 heures de sommeil d'après l'OMS. Ensuite, c'est au cas par cas. Je connais des athlètes qui sont en forme avec 6 heures de sommeil, 5 heures de sommeil, ça arrive. C'est propre à chaque personne. Mais le sommeil, ça a aussi des bénéfices sur la réparation des tissus grâce à une hormone qui est l'hormone de croissance. Elle fait énormément de choses dans le corps humain et notamment régénérer les tissus musculaires, tendineux, les tissus conjonctifs, et bien sûr régénérer aussi l'os. Donc c'est important de pouvoir terminer en se disant, Adrien, que le sport, ça reste un allié de la santé sur le long terme. C'est carrément un allié pour la santé sur le court, moyen, long terme. Il faut bouger son corps. Le sport de performance n'en est pas forcément un. Chercher la performance peut être en fait délétère par rapport à la santé. Par contre, faire du sport pour sa santé, varier les activités sportives, est un des piliers pour la bonne santé. Mais si on s'échauffe bien et si on fait en sorte de bien récupérer.
s'il est pratiqué de manière progressive, en respectant certaines règles du jeu. Et le sport, ça doit rester un plaisir et non une contrainte, surtout quand la préparation ou la récupération sont bâclées. Il faut respecter son rythme, se rappeler qu'une séance de sport ne se termine pas au coup de sifflet final. Non, mais il se termine bien après une phase de retour au calme, une nuit de sommeil réparatrice, car c'est durant le repos que le muscle se fortifie. Vous l'avez entendu, à un moment donné, on a parlé de bain de glace. Justement, on va sur vos questions express avec Florence en images. Yaorana, je suis Florence Brault, masseur kinésithérapeute DE, diplômée d'État. Alors, la cryothérapie, c'est un soin par le froid, comme son nom l'indique. Et par rapport à mes soins, je l'exerce au sein d'une cabine, haute et large comme une cabine de douche, mais hermétique, où les températures oscillent entre moins 85 et moins 95. Il est important de savoir que c'est sans azote. C'est comme une grosse climatisation, ce qui fait que le corps est soumis à des températures bien entendu négatives, mais de façon homogène. C'est un froid sec et homogène. On est envahi d'une fraîcheur qui est tout à fait agréable et supportable. On est bien entendu protégé par des gants, un masque, un bandeau et des chaussures. On reste un certain temps en fonction du bilan. Alors, la cryothérapie corps entier, comme son nom l'indique, c'est un corps entier, c'est-à-dire que tout le corps rentre dans la cabine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, la tête soit à l'intérieur, puisque c'est grâce à elle que l'information va être donnée au corps entier, à toutes les glandes de sécréter un maximum d'hormones. Et le but, c'est d'obtenir un choc thermique. Par rapport à ce choc thermique, on a un afflux important d'hormones dans le corps, une imprégnation importante et durable puisque la tête est à l'intérieur. Et le principe même du post-soin, c'est que le corps réchauffe. Avec l'imprégnation hormonale et le réchauffement, on obtient tous les bienfaits. On a une action sur le moral, sur le sommeil, sur l'énergie, les défenses immunitaires, sur toutes les douleurs, quelles qu'elles soient, articulaires, musculaires, tendineuses, ligamentaires, même au niveau des règles douloureuses, des céphalées, même si elles sont anciennes. Comme pour l'insomnie, ça peut être des insomnies qui datent. La cryothérapie corps entier a un impact sans aucun souci. Au niveau du sport, parce que je crois que c'est le thème du jour, c'est fabuleux. C'est pas un placebo, ça permet de bien récupérer, de préparer à l'effort aussi, pas oublier ce thème-là, la préparation à l'effort, la récupération qui est bien entendu connue et reconnue, et l'augmentation des performances. À partir du moment où l'athlète vient sans carence, l'augmentation des performances est visible dès le lendemain de la séance. En fait, la cryothérapie corps entier est indiquée à tout le monde. Bien entendu, il faut éviter les contre-indications. Donc, il y a tout un bilan qui est fait en amont, mais c'est un soin qui est vraiment destiné à tout le monde dans un but préventif, aussi bien préventif que curatif. Et je l'utilise de plus en plus au travers de mon métier, donc la kinésithérapie, en fonction de certaines pathologies. Ça nous permet un gain de temps incroyable sur justement la convalescence. Bien entendu, pas trop attendre, intervenir le plus rapidement possible, comme en kinésithérapie. À partir du moment où il y a un traumatisme, intervenir le plus rapidement pour éviter tous les effets secondaires, ce qui engendre une rééducation plus longue. Merci beaucoup Florence et justement on va poursuivre pour continuer à vous aider avec un site et un livre. On commence avec irbms.com, le site de l'Institut de recherche du bien-être de la médecine et du sport santé qui vous propose conseils, suivi, prévention et information par une équipe médicale spécialisée au service de tous les pratiquants. Il y a quelques articles très intéressants spécialisés sur l'échauffement, la récupération, les spécificités contre le cholestérol par exemple, l'asthme, l'exposition à la chaleur aussi, les boissons isotoniques, la déshydratation et bien d'autres. Allez y faire un tour. Et un livre, un ouvrage, Les étirements, méthodes et exercices pour tous. Cette 7e édition s'adresse à tous ceux qui souhaitent protéger, maintenir ou améliorer leur forme physique avec comme nouveauté les exercices avec un élastique
Personnellement, jamais essayé. Pour obtenir des effets réels ou atteindre des objectifs, la pratique des étirements demande de la précision, avec un minimum de connaissances et de ressenti. Vous aurez donc les méthodes à connaître, 3 niveaux de difficulté par exercice, des positions adaptées aux possibilités de chacun et 150 illustrations pour s'étirer de la tête aux pieds. Et pour terminer cette émission, une dernière question. Adrien, si tu avais un conseil avant, pendant et après le sport, ça serait quoi? Un conseil donc avant le sport, donc ça va être de préparer son activité. Donc on a parlé de l'échauffement, on a parlé du choix de l'activité aussi. En fait, avant le choix de l'activité en fonction de la personne. Pendant, quelque chose qu'on n'a pas trop écouté pour moi, c'est la progressivité. Okay. Ça va être vraiment en fait d'être progressif dans le sport qu'on fait. Y aller crescendo, tout doucement. C'est ça, vraiment faire preuve de progressivité, ne pas être dans ce mindset de no pain no gain. C'est pas forcément beau. Et après, ça va être la récupération, indispensable pour les performances comme la prévention de blessures, qui passe par l'hydratation, la récupération avec le sommeil, très très important, et notre nutrition. Et de ton côté, Benjamin, ça va être quoi tes 3 conseils avant, pendant, après? Alors, je vais plutôt globaliser sur un conseil général. Ouais. Ce que je vois en fait aujourd'hui sur les athlètes, c'est qu'ils ne se reposent pas assez. Donc, il faut placer des jours de repos. Parce qu'en fait, c'est dans le repos que le corps progresse et pas dans le surentraînement. Donc, je vais utiliser un terme anglais, less is more, faire moins parfois peut apporter plus. On va terminer sur cette phrase justement. Merci beaucoup Adrien d'être venu nous avoir apporté tous ces conseils. Merci. Merci beaucoup. Et merci beaucoup Benjamin pour cette dernière phrase philosophique. J'espère que ça en apprendra beaucoup pour les athlètes qui nous regardent. Merci pour l'invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. En attendant, bonne soirée sur TNTV. Maururu itotatou faririra trahuma parayana.